Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. Au programme cet après-midi, la poursuite de l'examen de la réforme ferroviaire. L'objectif de ce texte est de stabiliser la dette du secteur ferroviaire, une dette évaluée à 44 milliards d'euros. Mais il s'agit également de préparer son ouverture totale à la concurrence. Rappelez-vous, c'est cette réforme qui avait généré 14 jours de grève SNCF lors de son examen à l'Assemblée nationale. Ce matin, les sénateurs ont notamment adopté l'article 1er du texte. Cet article définit le système de transport ferroviaire national ainsi que la composition et le fonctionnement du groupe public ferroviaire et de son EPCI de tête dénommé SNCF. Le Sénat a également adopté un article additionnel après l'article 1er afin de stabiliser le régime des surtaxes locales temporaires. Désormais donc, les investissements dans les gares seront financés par une très légère hausse du prix des billets des trains. Cet après-midi, le Sénat reprend à l'article 2, un article qui fixe un gestionnaire d'infrastructure unifié, SNCF Réseau, et détermine ses modalités de fonctionnement. Mais tout de suite, direction l'hémicycle pour suivre l'examen de ce texte. Très bon après-midi avec nous sur Public Sénat. La séance est reprise. J'informe le Sénat que la Commission du développement durable a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats aux éventuelles commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme ferroviaire et de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF actuellement en cours d'examen. Cette liste a été publiée conformément à l'article 12, alinéa 4 du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n'est faite dans le délai d'1 heure. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée portant réforme ferroviaire. Dans la discussion des articles, Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 10 au sein de l'article 2. Amendement numéro 10 qui est présenté par M. Nègre dès qu'il aura rejoint sa place. Mais si M. Nègre ne veut pas présenter cet amendement, on ne lui reprochera pas. Ah, le voilà. C'est à vous. Monsieur le Président, merci, excusez-moi. Voilà. Donc, les pics de tête SNCF, présidés par le président de SNCF Mobilité, ne doit pas interférer dans l'exercice des fonctions essentielles qui sont chez SNCF Réseau. La convocation d'un conseil d'administration restreint sans représentant de l'EPIC de tête pour les questions touchant à la gestion des fonctions essentielles permet d'assurer le respect de l'article 7, paragraphe 2 de la directive 2013/34 qui impose l'indépendance juridique, organisationnelle et décisionnelle de la gestion des fonctions essentielles par le gestionnaire d'infrastructures à l'égard des entreprises ferroviaires et de la holding. L'indépendance de gestion des fonctions essentielles par SNCF Réseau est donc un point fondamental pour rendre le modèle de gouvernance français euro-compatible. Merci, cher collègue. Monsieur Capot-Canelas, vous avez un amendement 89 assez voisin, pour ne pas dire identique. Merci, Monsieur le Président. Il est effectivement identique. Je ne vais pas être très long, d'autant plus que nous avons déjà eu l'occasion depuis hier d'aborder souvent ces questions. Nous considérons que l'EPIC de tête ne doit pas interférer dans l'exercice des fonctions essentielles par SNCF Réseau. Aussi, la convocation d'un conseil d'administration restreint, sans représentant de l'EPIC de tête, pour les questions touchant à la gestion des fonctions essentielles, nous paraît mieux assurer le respect de l'article 7, paragraphe 2 de la directive 2012-34 UE qui impose l'indépendance juridique, organisationnelle et décisionnelle de la gestion des fonctions essentielles par le gestionnaire d'infrastructures à l'égard des entreprises ferroviaires et de la holding. Merci, cher collègue. Monsieur Teston, monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. Ces deux amendements visent à instaurer une formation restreinte du conseil d'administration de SNCF Réseau dans laquelle ne seraient pas présents les représentants de la SNCF pour statuer sur des questions relatives
à la gestion des deux fonctions essentielles. La Commission du développement durable a considéré que la présence d'un tiers de représentants de la SNCF au conseil d'administration de SNCF Réseau ne remettait pas en cause l'indépendance décisionnelle du conseil d'administration du gestionnaire d'infrastructures. La Commission a estimé aussi que la mise en place de cette formation restreinte telle que vous la proposez ne semble pas nécessaire. Avis défavorable de la Commission. Merci. Monsieur le ministre. Oui, nous avons eu l'explication à de nombreuses reprises concernant la philosophie du texte et donc double avis défavorable. Avis défavorable. Pas d'explication de vote. Je mets aux voix ces deux amendements. Qui sont pour? Contre? Abstention? Ils ne sont pas adoptés. Amendement 129 rectifié. Madame Escoffier. Monsieur le ministre, l'article 2 de notre projet de loi actuellement accorde à l'ARAF un pouvoir d'opposition. À l'ARAF dont on sait ce que l'on a voulu en faire pour lui donner une véritable force en matière de régulation des activités ferroviaires. Donc l'ARAF a un pouvoir d'opposition à la révocation du président de SNCF Réseau, motivé par l'indépendance dont celui-ci peut avoir fait preuve au cours de l'exercice de ses fonctions à l'égard des intérêts de SNCF Mobilité. Mais la rédaction telle qu'elle est ne garantit pas, nous semble-t-il, suffisamment l'indépendance du président de SNCF Réseau, et c'est pourquoi il convient d'étendre cette disposition à toutes les entreprises ferroviaires. C'est le sens de notre amendement. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. C'est bien évidemment à l'égard de l'ensemble des entreprises ferroviaires que le président du conseil d'administration de SNCF Réseau devra faire preuve d'indépendance. La Commission a donc considéré que l'amendement d'Anne-Marie Escoffier était tout à fait justifié. Avis favorable. Monsieur le ministre. À mon tour d'exprimer un avis favorable à votre amendement, Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix cet amendement 129 rectifié. Pour? Contre? Abstention? Il est adopté. Amendement numéro 11. Monsieur le Président Nègre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, conformément aux recommandations formulées par l'autorité de la concurrence, l'interdiction de prise de responsabilité dans une entreprise ferroviaire prévue par l'article L. 2111-16-1 devrait également être étendue au-delà de la notion de dirigeant. Cette interdiction devrait aussi s'appliquer à tout le personnel sensible de la SNCF Réseau gérant des fonctions essentielles, notamment les attributions et tarifications des sillons. Merci, chers collègues. Monsieur Teston. Pour les personnels autres que les dirigeants ayant connaissance d'informations à caractère commercial, les règles applicables sont celles de la confidentialité. Je vous renvoie à l'article 3 du projet de loi à ce sujet. Et par ailleurs, une commission de déontologie veille à ce que cette confidentialité soit préservée, y compris après la cessation des fonctions. Ces personnels n'ayant pas de capacité personnelle à prendre des décisions pouvant avoir un impact sur les entreprises ferroviaires, ce régime déjà très contraignant est suffisant. C'est la raison pour laquelle la Commission a émis un avis défavorable à l'amendement numéro 11. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Oui, même avis. La commission de déontologie existe depuis longtemps et assume ses fonctions, donc défavorable. Explication de vote, je mets aux voix. Qui est pour? Je disais que c'était l'amendement que je mettais aux voix. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Amendement numéro 90, monsieur Capo-Canella. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, cet article 2 crée un article L 2111-16-2 au sein du Code des transports qui crée une commission de déontologie du ferroviaire. Cette commission sera consultée lorsque le président du conseil d'administration de SNCF Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau ou un membre du personnel de SNCF Réseau souhaitera exercer des activités pour le compte d'une entreprise
exerçant directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales une activité d'entreprise ferroviaire avant l'expiration d'un délai de 3 ans après la cessation de ses fonctions. Le rôle de la commission de déontologie nous paraît tout à fait utile pour régler ces questions de conflit d'intérêts qui pourraient se présenter au sein du système ferroviaire et garantir donc des pratiques non discriminatoires entre opérateurs ferroviaires. Afin de renforcer ces intentions, qu'il me soit permis, Monsieur le Ministre, de sacrifier à ma passion pour la RAF, que vous avez dénoncé fort gentiment, fort aimablement ce matin, avec des mots choisis, et donc il me soit permis de vous proposer que la RAF, justement, soit consultée par la commission de déontologie avant de rendre son avis sur ces questions. Il me semble que le régulateur peut apporter une expertise utile dans ces matières. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Il a semblé à la Commission du développement durable que les compétences de la RAF avaient été déjà considérablement étendues. Cette consultation, telle que vous la proposez à l'amendement numéro 90, n'a pas paru absolument indispensable à la Commission. Tout le monde a considéré qu'il était préférable que la RAF se concentre absolument sur son cœur de métier. Avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Tu sais, je vous décevoir, Monsieur Capo-Canellas, mais dès lors qu'il s'agit de parler de la RAF, je suis attentif à vos préconisations et votre attention tout à fait particulière. Ceci étant, il faut aussi de la simplification. Or, la procédure que vous préconisez aurait pour effet d'alourdir inutilement le processus devant la commission de déontologie. Aussi, avis défavorable. Je vais mettre aux voix cet amendement qui est pour, contre, abstention, il n'est pas adopté. 130 rectifié, Madame Escoffier. Monsieur le Président, dans un souci de cohérence et d'efficacité, je retire cet amendement. L'amendement est retiré. Une discussion commune. L'amendement et un sous-amendement 176. Monsieur Capo-Canellas. Merci, Monsieur le Président. L'amendement 110 revêt à nos yeux une certaine importance. Non pas que le précédent ou les précédents en aient moins, mais celui-ci touche un sujet que nous avons déjà évoqué. Nous avons été de nombreux orateurs à aborder cette question lors de l'ensemble de la discussion générale et au fil des premiers amendements que nous avons examinés. Il s'agit bien sûr de la question de la dette. Cet amendement s'inscrit donc dans l'un des enjeux principaux de ce texte, à savoir la question de la dette qui est portée par RFF aujourd'hui et qui sera portée demain par SNCF Réseau. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler en discussion générale, notre groupe souhaite davantage inscrire la stabilisation, voire la diminution de la dette comme une des priorités du système ferroviaire français. Inutile de rappeler ici le rythme de sa progression qui pourrait nous conduire en 2025 à près de 70 milliards d'endettement pour le réseau. Pour cela, cet amendement prévoit d'obliger, entre guillemets, SNCF Réseau à publier chaque année le niveau de la dette reclassée dans la dette publique, qui est aujourd'hui estimée à 10,8 milliards. Parmi la dette de RFF, on sait tous que l'INSEE en a reclassé 10,8 milliards comme dette publique. Donc l'idée, c'est d'obliger SNCF à publier chaque année le niveau de cette dette reclassée. À défaut de réels efforts sur l'amélioration de la performance du réseau et de la productivité des acteurs du ferroviaire, notre système serait, nous semble-t-il, en danger de mort si la dette continuait à progresser à ce rythme. Cela conduirait peut-être aussi à faire des choix, si cet amendement était adopté, comme je le souhaite, à faire des choix sur la consistance et le périmètre des investissements et du réseau. Cette publication annuelle pourrait servir de prise de conscience et amener à ce que des éléments pour agir vite et mieux soient réellement débattus et pris en compte. Encore une fois, ce sujet de la dette ne peut pas être contourné. J'ai eu l'occasion de le dire comme beaucoup d'autres orateurs et ça nous paraîtrait en tout cas un progrès. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, chers collègues, nous touchons là à un des points très importants de ce projet de loi. En effet, tout le monde sait bien que la dette est un élément qui vient peser très lourdement sur la capacité d'investissement du gestionnaire d'infrastructure, qui sera désormais
réunifié. Alors, dans ces conditions, Monsieur le Président, si vous ne voyez pas d'inconvénient, je donnerai en même temps mon avis sur l'amendement 110 de Vincent Capo-Canellas et je vous présenterai le sous-amendement 176. Bien sûr. Tout le monde considère qu'il est important que SNCF Réseau fasse le point chaque année sur le montant de sa dette reclassée dans la dette des administrations publiques. Tout le monde sait aujourd'hui qu'une partie de la dette est supportée de façon artificielle par RFF. Cette dette ne peut pas être amortie par l'établissement et elle est, de fait, Monsieur le Ministre, garantie par l'État. L'INSEE vient d'ailleurs de requalifier 10,8 milliards d'euros de la dette de RFF en dette publique. Il convient donc de rendre cette opération transparente et visible par tous. Donc je vous propose de sous-amender l'amendement numéro 110 afin que cette information figure au rapport annuel d'activité de SNCF Réseau, accompagné des perspectives d'évolution de cette dette reclassée. Il me semble qu'il faut préciser l'amendement qui a été déposé par le groupe UDI-UC et c'est ce que je vous propose de faire avec mon sous-amendement. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Capo-Canellas, pour éviter que vous n'ayez recours à un scrutin public, de sorte que vous ayez une majorité, et comme le dit Monsieur le rapporteur, c'est une question très importante, nous l'avons souligné à plusieurs reprises, la question de la dette, la responsabilité qui est la nôtre, donc je donnerai, tout en vous privant du recours au scrutin public, un avis favorable à votre amendement, un avis favorable au sous-amendement. Explication de vote, Monsieur Nègre. Le groupe UMP soutiendra cet excellent sous-amendement. Monsieur Capo-Canellas. Oui, merci Monsieur le Ministre. Effectivement, la parole publique du ministre vaut au moins autant qu'un scrutin public. Donc je vous en remercie. Et puis je suis favorable au sous-amendement présenté par le rapporteur que je remercie pour sa compréhension du sujet et son sens du débat parlementaire. Bien, mes chers collègues, je vais mettre aux voix ce sous-amendement qui est favorable, je mets l'amendement après. Qui est contre, qui s'abstient, il est adopté et je mets l'amendement qui est pour, contre, abstention. Et bien voilà une unanimité qui devrait faciliter notre après-midi. L'amendement numéro 55, Madame Church. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le présent amendement, que j'avais déjà présenté lors de la discussion de la loi portant régulation du système ferroviaire en 2009, vise à prendre en compte dans le calcul des redevances les missions de service public retenues par la collectivité, mais aussi l'intérêt social et environnemental de son utilisation. Nous souhaitons, et une telle disposition a clairement sa place dans ce projet de loi à notre avis, que le calcul de la redevance varie en fonction de l'utilité des lignes, de leur rentabilité et du caractère plus ou moins énergivore du train. Ainsi, pour prendre un exemple, l'utilisation de matériel de traction diesel par certains opérateurs sur des lignes électrifiées pourrait être pénalisée en augmentant les péages, tandis que celle des rames de TGV à 2 étages, moins consommatrices de sillons, pourrait donc être encouragée par une minoration de ces péages. La modulation des péages a été proposée dans un rapport d'information de la Commission des affaires économiques sur les infrastructures qui remonte à 2007, rapport adopté à l'unanimité. Cette possibilité de modulation s'avère en effet indispensable pour optimiser la gestion des flux et l'utilisation des réseaux, pour augmenter les tarifs sur les lignes à haute rentabilité et diminuer les péages sur les lignes économiquement plus fragiles ou qui assurent des missions de service public, ainsi que pour favoriser les comportements vertueux en matière de développement durable. Venant pour ma part d'un département relativement enclavé, je mesure l'intérêt d'une modulation des péages pour une péréquation efficace entre les lignes rentables et celles qui le sont moins. Si je prends le cas de mon département, l'Allier, et de départements voisins comme la Creuse, la fermeture de lignes secondaires a entraîné le report modal du rail vers la route.
dans le cadre de la libéralisation annoncée par le 4e paquet ferroviaire. Et si l'on ne règle pas cette question, on risque de mettre SNCF Mobilité en difficulté et on pénalisera les investissements sur les trains de la vie quotidienne qui représentent 90% du trafic. Les péages doivent donc tenir compte, à notre avis, de ces services d'intérêt général et de la nécessaire compensation à l'entreprise qui les assume. La modulation des péages doit aussi inciter à des comportements vertueux et c'est pour cela que nous vous présentons cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur. L'amendement présenté par Mireille Schurch, au nom de son groupe, prévoit que le calcul des péages ne tienne plus compte de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale, comme le prévoit pourtant le Code des transports, mais tienne compte des missions de service public retenues par la collectivité et de l'intérêt social et environnemental de son utilisation. Cette question a fait débat devant la Commission, qui a considéré qu'il est essentiel que la tarification de l'infrastructure tienne compte de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale, faute de quoi le risque existerait d'accélérer le report du transport ferroviaire vers la route. Et c'est la raison pour laquelle la Commission a émis un avis défavorable. Monsieur le ministre. Également avis défavorable, Monsieur le Président. Avis défavorable. Je vais mettre aux voix cet amendement 55 pour, contre, abstention. Il n'est pas adopté. Le 165, Monsieur Capo-Canellas. Merci, Monsieur le Président. L'alinéa 81 de cet article 2 dispose que, tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise. Aussi, l'amendement proposé vise à transposer une partie de la directive 2012-34/UE qui prévoit que le gestionnaire d'infrastructure est malgré tout encouragé par des mesures d'incitation à maîtriser ses coûts. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. La Commission a d'abord considéré que cette disposition a une faible portée normative. Par ailleurs, elle a aussi rappelé que des mesures d'incitation sont déjà prévues dans le texte. Ainsi, le contrat conclu entre SNCF Réseau et l'État détaillera les mesures prises pour maîtriser les dépenses de gestion de l'infrastructure et les objectifs de productivité retenus. Il est en outre précisé à l'alinéa 79 que SNCF Réseau conserve le bénéfice de ces gains de productivité tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par ses ressources. Il nous semble donc que la rédaction actuelle de cet alinéa et plus généralement de l'article répondent tout à fait aux préoccupations légitimes de l'auteur de l'amendement. Je lui demande donc de retirer son amendement, sinon j'émettrai au nom de la Commission un avis défavorable. Et Monsieur le ministre. Je ne sais pas si Monsieur l'auteur de l'amendement va répondre favorablement à la demande de retrait. Quel cas je n'aurais pas à me prononcer, mais enfin, ça m'ennuierait de vous donner un avis défavorable, Monsieur Capo-Canellas. C'est pour ça que je vous passais la parole à vous. Ministre, c'est pour l'aider dans son choix. Alors, Monsieur le sénateur. Monsieur le Président, je vais éviter d'obliger Monsieur le ministre à donner un avis défavorable. Donc, je vais retirer volontiers cet amendement en ayant entendu les explications du rapporteur et en ayant imaginé l'avis convergent du ministre, ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs. L'amendement est donc retiré. L'amendement numéro 60, Madame Cherche. Non, Madame Didier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous avons présenté cet amendement pour dire que le réseau ferroviaire est propriété de la nation. Les biens immobiliers qui sont gérés par la SNCF appartiennent à l'État et lui ont toujours appartenu depuis 1937. C'était le cas des infrastructures avant la création de RFF, VNF et autres. Qu'on dit propriétaire aujourd'hui. Les 30 000 kilomètres de lignes ferroviaires qui irriguent la France représentent un formidable atout pour l'aménagement du territoire, la promotion d'une politique industrielle, de l'emploi au service du développement de nos territoires. Il faut garder à l'esprit qu'on ne construit pas et on ne maintient pas le réseau par plaisir,
mais parce qu'il y a un besoin démographique, géographique, économique, détaché des logiques de rentabilité pure. C'est pourquoi, pour les sénateurs du groupe CRC, l'infrastructure ferroviaire est un patrimoine national, le patrimoine de la collectivité. Après tout, les usagers et les contribuables qui ont contribué justement à cette infrastructure par le budget de la nation au développement des infrastructures. Pour nous, SNCF Réseau est avant tout gestionnaire d'un patrimoine qui est national et il n'est pas, lui, le propriétaire de fait. C'est pourquoi nous vous invitons à voter notre amendement. On m'a dit en commission qu'il était satisfait, mais je ne le crois pas. Tout simplement parce que la dette s'appuie sur le réseau et le réseau s'appuie sur la dette, l'un est en face de l'autre et donc tout est lié. En tout cas, nous souhaitons nous réaffirmer qu'il s'agit bien d'un bien national qui appartient à tous les Français. Monsieur le rapporteur. Effectivement, nous avons évoqué cet aspect lors de la réunion de la commission du développement durable. Et si nous avons bien compris l'esprit de cet amendement, il nous est apparu qu'il était satisfait par l'amendement que j'avais fait voter la semaine d'avant, lors de la première réunion de la commission du développement durable, en indiquant que SNCF Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national. SNCF Réseau est un établissement public de l'État. Et ce n'est pas l'État qui gère directement ce réseau, c'est bien SNCF Réseau qui le gère pour le compte de l'État, donc pour le compte de la nation. Donc dans ces conditions, il me semble que votre amendement est satisfait par celui que j'avais fait voter en commission. Monsieur le ministre. Oui, en effet, l'amendement qui avait été présenté par Monsieur le rapporteur est d'une clarté limpide, d'une efficacité remarquable, et donc je pense que la position est déjà satisfaite par la rédaction et l'adoption de l'amendement du rapporteur. Madame Cherche, vous voulez la parole? Vous l'avez. Oui, Monsieur le Président, nous ne sommes pas en accord avec ce que vient de dire le ministre. Il y a confusion. Nous voulons simplement dire et acter dans ce beau projet de loi que la nation est propriétaire, que c'est la propriété de la nation, et je crois que les Français nous diront merci. Après, il y a une concession pour la gestion de cette infrastructure. Et simplement ce que nous vous demandons, pour bien clarifier les choses, Monsieur le ministre, que ça soit acté ainsi dans ce projet de loi. Je vous remercie. Donc l'amendement est maintenu, il va donc être mis aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui est pour? Contre? Abstention? L'article 2 est adopté. Après l'article 2, l'amendement numéro 57, c'est toujours vous, Madame Church. Oui, Monsieur le Président, par cet amendement, nous portons une idée simple et je dirais presque de prudence. Le financement, la construction, la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation, la gestion d'ouvrages, d'équipements de biens immatériels nécessaires pour les infrastructures de transport terrestre nécessitent, à notre avis, une maîtrise publique et doivent être réalisées par le groupe public ferroviaire. C'est pourquoi nous vous proposons d'interdire les contrats de partenariat public-privé en matière d'infrastructures de transport. Il s'agit ainsi de tirer toutes les conséquences de l'expérience du recours au PPP, trop souvent bien plus coûteux pour la collectivité et les usagers et moins performant en termes de services. Le scandale du contrat Ecomove, pour ne citer que le dernier en date, d'une liste malheureusement très longue, démontre que cette forme de contrat administratif, véritable bombe à retardement, est un gouffre pour la collectivité, une faute politique, morale et financière, ce qui a d'ailleurs été explicité dans la mission de Ecomove. Je pense, mes chers collègues, que cela n'est plus à démontrer. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, au vu de votre volonté de mieux maîtriser les dépenses engagées en faveur du réseau, je vous invite à tirer les conséquences de ces expériences coûteuses pour les deniers publics et à voter cet amendement de prudence qui dit qu'en effet, il ne faut pas en passer par là, car c'est extrêmement coûteux pour la collectivité. Merci, Monsieur le rapporteur. De nombreux membres de la Commission du développement durable comprennent et partagent vos inquiétudes sur la question du recours aux contrats de partenariat et en particulier au PPP.
Toutefois, il nous a semblé que cette question dépasse largement le cadre de la réforme ferroviaire dont nous débattons actuellement. C'est une question beaucoup plus large, et vous avez d'ailleurs cité tout à l'heure un exemple dont on a beaucoup parlé au cours des derniers mois et que je ne citerai pas à mon tour. Donc dans ces conditions, il me semble qu'il faut s'en tenir au contenu du projet de loi de réforme ferroviaire. C'est d'ailleurs la position qui a été prise par la Commission, qui a émis un avis défavorable pour cette raison-là. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, vous ne pouvez pas trouver en moi un promoteur acharné des PPP, des partenariats publics-privés. J'en ai même abandonné un certain nombre, pour ne pas les citer, le canal Seine-Nord, le grand contournement de Strasbourg, le CDG Express. Mais pour autant, je n'ai abandonné aucun projet, puisque le canal Seine-Nord est en mission de reconfiguration et avec des avancées significatives. Le grand contournement de Strasbourg est aussi en passe de détermination, d'actualisation de la DUP, sauf erreur, ou à une phase procédurale sur laquelle je peux revenir. Le CDG Express, nous avons un PPP pour le coup, mais qui est un partenariat public-public. C'est donc non pas la nécessité d'interdire, mais au contraire d'avoir la responsabilité de bien gérer les affaires lorsqu'on en est aux responsabilités. Peut-être d'anticiper d'éventuels retournements de situations économiques, ce qui n'a pas été le cas, d'entourer les personnes publiques de suffisamment de garanties dans les clauses contractuelles, de ne pas avoir une vision dogmatique. Pour le coup, c'est Ecomove qui a été négocié dans les conditions que vous savez. Tout à l'heure, je ne vous ai pas répondu sur la responsabilité qui n'est pas la nôtre, je n'ai pas répondu à M. Nègre. Enfin, quand même, sur l'écotaxe poids lourd, permettez-moi en 3 minutes de revenir. Je ne ferai qu'en 3 minutes sur la responsabilité qui est la vôtre, de votre majorité, de ce qui a été décidé en 2007, pas appliqué en 2008, repoussé en 2009, signé en 2010, pas appliqué en 2011 et signé le 6 mai 2012, c'est-à-dire date du jour de l'élection présidentielle où, sur mon bureau, j'ai eu le décret que vos collègues, amis politiques n'avaient pas eu le courage d'appliquer et qui avait mis le feu à toute la profession. Alors je veux bien qu'après on soit un peu outré en disant nous n'avons pas les modalités de financement, etc., d'une loi qui a été votée à l'unanimité. À l'unanimité, oui, votée à l'unanimité et combattue par vos amis. Et combattue par vos amis. Lorsque nous sommes passés devant le Parlement, ici, vous avez dit que le gouvernement cédait à une forme de pression bretonne, enfin demandez à M. Le Fur, qui, sauf erreur, n'est adhérent d'aucun des membres des groupes de ce côté de l'hémicycle. Donc, il serait quand même, oui, très grand spécialiste, en effet. Mais on peut parler, parce que moi aussi, je suis grand spécialiste de la nécessité de négocier et de financer les infrastructures. Et un pays qui avance, c'est un pays qui doit faire confiance à des modalités de financement des infrastructures et ne pas jouer de cela, de ces enjeux nationaux, au nom de petits calculs politiciens, quitte à mettre le feu dans nos régions. Donc, chacun sera renvoyé à ses responsabilités. Mais moi, je n'assumerai pas des responsabilités qui ne sont pas les miennes. Et nous savons les difficultés qui sont aujourd'hui face à notre pays, pas ce gouvernement précisément, au pays, aux régions, aux territoires, sur les difficultés de financement des infrastructures. Vous avez négocié un PPP Ecomove au moment où l'État était dans une situation où il pouvait assumer. Pourquoi? Parce qu'en d'autres temps, de façon dogmatique, vous avez décidé de privatiser les autoroutes dans des conditions scandaleuses que nous savons, en ne réservant qu'une partie minimum des gains de cette privatisation à l'AFITE, la privant ainsi des moyens de financement. Je suis intarissable sur vos erreurs, intarissable sur ce qui est de votre responsabilité, parce que je suis redevable de faire aboutir ce genre de situation et la nécessité pour nos territoires, parce que toutes et tous venez me voir légitimement, nous le savons, pour désenclaver, pour moderniser, pour sécuriser, et que nous avons, y compris dans le domaine routier, 20% du réseau qui est extrêmement dégradé. C'est une question de sécurité devant les Français. Et là aussi, nous devons dire la vérité. Donc, vous voyez, je reviens à la situation. Il ne s'agit pas de nous priver d'un mode de financement qui peut être utile, finalement, qui peut être utile, à condition d'avoir le sens des responsabilités.
de ne pas en faire une arme idéologique de financement des infrastructures et de toujours avoir présent à l'esprit, lorsqu'on est aux responsabilités, que le bien commun, c'est le bien de tous les Français. Et lorsqu'on agit au nom de l'État, le poids et le sens d'une signature publique, c'est quelque chose qui engage tout le monde et qui doit nous permettre de préserver l'intérêt commun de l'ensemble de nos concitoyens. C'est ça le sens des responsabilités. Vous voyez, Monsieur Nègre, c'est ce à quoi je vous renvoie. Merci, Monsieur le ministre. Votre avis était assez large. Est-ce que j'ai bien compris si votre avis est négatif sur cette... C'est cela, oui, parce que... Bon, donc l'avis est donc négatif. Monsieur Capo-Canellas, puis Monsieur Lègre, qui semble-t-il, voulez-vous parler? Oui, et Madame. Merci Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, qu'on ne se me prenne pas, quand je disais Monsieur Le Fur, grand spécialiste, je disais à la suite de votre expression sur la pression bretonne. Donc effectivement, spécialiste parlementaire breton aguerri et légitimement spécialiste de la pression bretonne, Monsieur Le Fur. Voilà, c'était pas une spécialité que je visais, mais après tout, c'est son rôle. Je ne veux pas allonger les débats. Toutefois, ayant entendu tout à l'heure notre excellente collègue Madame Schorsch appliquer le mot scandale au contrat Ecomove, je voulais juste rappeler, parce qu'on y a siégé ensemble d'ailleurs, que dans la commission d'enquête sur Ecomove, on a eu des débats, certes, mais on a abouti à des conclusions qui étaient tout de même beaucoup plus nuancées que le mot scandale. Voilà, c'est-à-dire si on lit bien le rapport de la commission d'enquête, on n'a pas trouvé de scandale. En tout cas, c'est la lecture que j'en ai eue. Je voulais juste en témoigner pour que les choses soient claires sur ce point-là. Merci, cher collègue. Monsieur Louis Nègre. Monsieur le ministre, jusque-là, ça allait à peu près bien. Bon, si vous perdez votre sang-froid, je le regrette. Bon, alors, vous me renvoyez à mes responsabilités, je vais vous renvoyer au vôtre à ce moment-là. Vous me parlez de Le Fur, je vais vous parler de Le Drian, je vais vous parler de Le Branchu. Si vous me dites effectivement qu'on n'a pas été performants les uns et les autres, ça irait déjà un peu mieux. Mais évitons, s'il vous plaît. Dans le cadre de l'intérêt général, dont je sais que vous y êtes sensible, le but de la démarche, c'est d'obtenir des crédits, des moyens pour faire en sorte que nos infrastructures puissent fonctionner et être maintenues à un bon niveau. Dans ces conditions, nous avons effectivement soutenu, par exemple, la FIT. Nous avons fait en sorte que, justement, vous qui aviez suspendu, parce que c'est vous qui avez suspendu, nous on a signé très tardivement. Non, mais attendez, nous, on a signé très tardivement, vous avez suspendu. Donc, bon, voilà. Et puis, finalement, quand vous parlez de la dette de Villepin, je crois que c'était le Premier ministre de l'époque, mais voilà, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré cet argent pour combler une dette de l'État. Et donc, lui, au moins, il avait anticipé par rapport à aujourd'hui, où vous me renvoyez au traitement de la dette. À mon avis, ce débat peut continuer, Monsieur le ministre. Mais si vous voulez poursuivre, c'est votre droit. Parce que là, nous assistons à un aveu. Un aveu, et c'est heureux que ce débat en marge, et grâce à votre intervention, les masques tombent, puisque vous venez d'avouer, en effet, que vous étiez prêts à sacrifier les modalités de financement des infrastructures. En prenant en exemple, vous êtes bien le seul, l'action qui a été celle de M. Villepin en tant que Premier ministre lors de la privatisation, en fait, de bradage de ce qui est le patrimoine commun. Donc vous venez de l'assumer, vous venez de dire au moins M. Villepin, lui, a eu raison de privatiser, alors même que les parlementaires ont eu à mener une mission d'information sur ces conditions de privatisation des autoroutes, qu'aujourd'hui nous sommes ligotés par des contrats qui ont été mal négociés au détriment de l'intérêt de la nation, de l'État, et qui nous empêchent aujourd'hui de pouvoir disposer du domaine public qui est géré dans les conditions que nous savons et qu'il m'a fallu me battre pendant 2 ans pour obtenir ne serait-ce que l'actualisation que vous n'aviez pas fait de la redevance domaniale, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire payer à juste prix ce qui est l'utilisation du domaine public. Voilà comment vous aviez des relations qui étaient des relations, comment puis-je les qualifier, d'indulgentes par rapport à ceux auxquels il avait été donné mission de gérer le bien de la nation. Eh bien, nous sommes non pas dans une forme d'indulgence, mais nous sommes dans l'exigence. Je le démontre depuis 2 ans et ça n'est pas fini. Merci. Madame Schorsch.
Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, en effet, je pense que les responsabilités, quand même, reviennent à la droite. Pour, premièrement, ce dossier Ecomove, nous avons été bien seuls au tout début à dire qu'il était complètement défavorable aux finances de l'État. Ça s'est avéré positif lors de notre mission quand même commune d'information. Je n'ai pas voté la dernière conclusion parce que, excusez-moi, un contrat exceptionnel, non, il n'est pas exceptionnel, il est complètement scandaleux, hein, franchement. Et là, on le sait tous maintenant, on a eu les comptes devant nous, il s'agissait de 250 millions d'euros par an, franchement, c'était complètement excessif. Je veux dire aussi à Monsieur le ministre que, comme nous avons subi la RGPP, il est vrai que lorsqu'on avait ça c'est apparu lors du contrat Ecomove, nos services de l'État, nos grandes directions des services de l'État n'ont pas été sans doute suffisamment confortés pour donner les bons conseils à des ministres ou à un président qui peut-être aussi ne les souhaitaient pas trop. C'est-à-dire ils ont quand même laissé filer les choses, hein. Je ne veux pas accuser les grands services de l'État, mais je veux quand même dire que la RGPP a déshabillé nos grands services et c'est regrettable et qu'il faut y veiller. Je vais retirer mon amendement, Monsieur le Ministre, parce que je pense qu'en effet, il y a un véritable danger dans les contrats partenariats PPP et je voulais le dire fortement ici. Au regard de nos expériences passées, vous avez dit d'autres exemples vous-même que vous avez dû renégocier, et je pense que nombreux ici. Or, il y a quelques années passées, nous n'entendions que PPP dans cet hémicycle. Donc voilà, le temps a changé, j'en suis heureuse si vous voulez, et je voulais acter ce fait-là, et je vais donc retirer cet amendement, parce que je ne vais pas non plus paraître extrêmement dogmatique, si par hasard un PPP bien encadré, hein, à condition qu'il le soit vraiment bien et que ce soit pour la collectivité publique, tellement nous sommes attachés aux investissements dans nos infrastructures ferroviaires. Voilà, Monsieur le Président. Bien, néanmoins, je mets votre amendement 57. Il est retiré? Vous le retirez. Le 58, c'est Madame Didier qui présente. Madame Didier. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous proposons la suppression de cet article. Si vous le voulez bien, je vais faire aussi la défense de l'amendement suivant. Par cet amendement, nous demandons purement simplement la suppression de cet article nouveau adopté lors du débat de l'Assemblée nationale. Nous demanderons d'ailleurs également la suppression du prochain article pour des raisons identiques. Je ferai donc défense commune, je viens de le dire. Cet article ouvre en effet la possibilité aux régions de racheter certaines petites lignes d'intérêt purement local afin de ne pas les laisser se détériorer. L'objet est important, bien entendu. Si nous ne contestons pas les intentions mentionnées par les auteurs de cet amendement qui évoquent quasiment des situations d'exception, on l'a entendu ce matin, nous restons dubitatifs sur l'orientation de ces amendements en lien avec l'acte 3 de la décentralisation et le renforcement du rôle des régions au détriment de l'État. Ces articles permettent ainsi aux régions de racheter des lignes ou bien d'en créer. Tout d'abord, nous nous interrogeons comment le pourront-elles et avec quels moyens, alors même que les dotations dont elles bénéficient ne font que baisser. Nous estimons plus fondamentalement que par ces articles, nous mettons le doigt dans un mécanisme qui n'est pas le bon, ouvrant la possibilité de régionalisation de la gestion des infrastructures, déjà prévue donc dans les esquisses de l'acte 3 de la décentralisation. Certes, on nous dit aujourd'hui qu'il ne s'agit pas du tout du réseau ferré national, mais ce que vous ne dites pas, c'est que le périmètre du réseau national peut bien évidemment évoluer. On ne précise pas les choses. Ce qui est national aujourd'hui peut devenir régional demain. Nous trouvons donc ces articles dangereux dans leur esprit puisqu'ils reconnaissent sans aucun encadrement spécifique une compétence pleine et entière aux régions pour devenir gestionnaires d'infrastructures en lieu et place du gestionnaire national créé par la présente loi SNCF Réseau. Nous estimons par conséquent que ces articles, loin de permettre le retour de l'État stratège, ouvrent la voie à une régionalisation permettant une application inégalitaire sur le territoire du droit à la mobilité. De plus, au regard des objectifs de rentabilité assignés à SNCF Réseau, il est bien clair qu'il sera fort opportun pour elle, comptablement parlant, de se départir d'une partie du réseau sur les régions. Pour toutes ces raisons et sans dénier les motivations certainement légitimes des auteurs de ces amendements à l'Assemblée, et ici d'ailleurs, nous souhaitons que le message de ce projet de loi ne soit pas brouillé par des informations contradictoires. Ce projet doit permettre le retour de l'État stratège et la réunification de la famille ferroviaire. Pour la rendre plus forte, il ne doit pas engager l'atomisation du réseau et la multiplication des gestionnaires d'infrastructures. C'est pour ces raisons que nous vous proposons la suppression de ces articles.
Merci Madame Didier. Monsieur Teston. D'abord, un commentaire sur l'amendement 58. Effectivement, l'article 2 bis A permet aux régions de racheter certaines petites lignes d'intérêt purement local. Il est donc nullement question de remettre en cause l'unicité du réseau national, unicité qui a fait ses preuves et qui constitue incontestablement le support de l'État stratège. Il s'agit en l'occurrence de permettre le rachat de petites lignes à voie métrique, c'est-à-dire des voies ferrées d'un écartement de 1 mètre et qui sont donc séparées physiquement du réseau ferré national. Donc, dans ces conditions, il n'y a pas d'atteinte à l'unicité du réseau ferré national. S'agissant du 59, qui a été présenté aussi en même temps, me semble-t-il, donc avis défavorable sur le premier, avis défavorable également sur le second, puisque là c'est l'article 2 bis B, qui permet aux régions de créer ou d'exploiter des lignes d'intérêt régional. Et c'est une demande forte des régions. Elle permettra, si elle est votée, de régler certains cas ponctuels. Et tout le monde pense évidemment à la ligne Nice-Digne, de manière à permettre à la région PACA de devenir ce qu'elle n'est pas, gestionnaire de pleine compétence de la ligne. Par ailleurs, cette compétence, d'une manière générale, reste optionnelle et, bien évidemment, les régions qui souhaitent se lancer dans la gestion d'infrastructures pourront le faire ainsi, mais SNCF Réseau restera bien compétent pour créer et exploiter les lignes du réseau ferré national. Donc, 2 avis défavorables pour les raisons que je viens de rappeler, 2 avis défavorables de la Commission. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. L'adage populaire veut que tout ce qui est petit est mignon. J'ignore si là, il s'agit d'être dans ce domaine de référence, mais je sais que ce qui est des petits réseaux nécessite des modes de gestion qui peuvent être adaptés. En l'occurrence, il ne s'agit pas, ce sont des précautions que vous souhaitez certainement appeler par votre amendement d'interpellation. Il ne s'agit pas d'un démantèlement du réseau. Il s'agit très clairement, comme l'a dit Monsieur le rapporteur, de petits segments clairement identifiés qui se trouvent être séparés physiquement du reste du réseau. J'ai la liste Nice-Digne, Blanc-Argent, le train jaune, le fameux train jaune, le Mont-Blanc Express. Bref, vous avez le midi, pour ceux qui ont la chance de regarder, ce qui n'est pas notre cas, mais je sais qu'il y a de très très beaux reportages sur les trains touristiques qui nous occupaient ce matin, chère Madame la Ministre, sur également les opérateurs sur France 2, chaque midi. Vous avez là de véritables sagas de ceux qui, passionnés, ont besoin de faire vivre aussi ce patrimoine vivant ferroviaire et qui nécessite d'avoir des règles adaptées. Et qu'il s'agisse là de cet amendement, de cette disposition qui a été votée à l'initiative d'un certain nombre de groupes de l'Assemblée nationale, ou qu'il s'agisse des trains touristiques, ou qu'il s'agisse des opérateurs ferroviaires de proximité, il est de la même logique de pouvoir adapter pour des situations particulières, pour des petites entités ou pour des réseaux capillaires qui peuvent avoir des effets de démultiplication économique, mais avec un portage d'opérateurs ou d'investissements publics adaptés, tour de table, qui peuvent amener à ce que des régions ou d'autres collectivités interviennent. Je pense notamment, et j'y faisais référence, à ce qui est du réseau ferré portuaire, par exemple. Vous voyez, il y a un certain nombre de situations qui, sans remettre en cause l'unicité, sans craindre l'atomisation du réseau, peut permettre d'avoir une efficacité ferroviaire et de répondre à des situations d'espèce. Voilà, donc je donnerai un avis défavorable, vous n'en serez pas surprise. Monsieur Louis Nègre. Madame Didier. Cet article 2 bis A, il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Pourquoi? Parce qu'on est tous d'accord sur tous ces bancs pour avoir un réseau structurant national auquel on ne touche pas. On est tous d'accord là-dessus. Par contre, là où je suis favorable, c'est qu'on assure une certaine souplesse au système pour justement atteindre l'objectif qui est encore une fois un objectif où on met l'usager et le service au centre de la démarche.
tout à l'heure, et le rapporteur en a fait une très bonne démonstration. Par exemple, sur Nice-Digne, si la région n'était pas intervenue, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la ligne ne fonctionnerait plus. Donc, soyons réalistes, regardons ce qui fonctionne et n'ayons pas de position idéologique ou sectaire. Je terminerai pour répondre à Monsieur le ministre tout à l'heure qui a fait une charge excessive qui lui ressemble absolument pas. Non, non, mais attendez, oula, attendez, on me cherche, on me trouve. Bon, et donc, Monsieur le ministre, vous auriez été bien inspiré, plutôt que d'attaquer un peu violemment, de garder votre sang-froid. 1. 2. De défendre, puisque vous représentez le gouvernement et l'État, à charge et à décharge. Tout ce que j'ai dit, moi, c'est non pas que j'étais villepin, j'ai jamais dit ça, j'étais même pas élu à l'époque, alors c'est dire, mais je reprenais la version officielle qui avait été donnée, tout simplement. Ne mettez pas le président de séance en difficulté. Merci. Bien. Je vais mettre au voie cet amendement 58. Madame Didier demande la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais indiquer que quand on parle de réseau national, encore faut-il définir ce qu'il est. Et jusqu'ici, nous n'avons pas eu de définition qui nous ait vraiment satisfait. On parle de Nice-Digne. Très bien, mais c'est un cas particulier. Et on sait très bien que les cas particuliers, si on met un texte de loi qui prévoit les choses, ça va pouvoir s'appliquer à plein d'autres situations. Donc là encore, on n'a pas précisé les choses. Quand notre rapporteur qui parle des voies métriques, nous savons ce que sont les voies métriques. La plupart du temps, elles sont sur les emprises industrielles, elles sont effectivement sur des petites lignes ferroviaires, elles ne sont pas branchées au réseau national, par principe. On est bien d'accord. Donc que celles-ci trouvent un règlement en particulier, mais qu'on le dise dans la loi, qu'on dise que ce sont les voies métriques qui sont mises en dehors du réseau, et ça nous semblera facile. Mais vraiment, nous souffrons là d'un manque de définition, au fond, de clarification. Nous savons pertinemment qu'un texte comme celui-là permettra ensuite d'ouvrir à d'autres possibilités. Quant aux positions idéologiques et sectaires, chers collègues, vous savez, nous vous savons grands spécialistes du chemin de fer, mais on n'est pas non plus sans connaissance sur le sujet. Merci, chers collègues. Je vais mettre au voie cet amendement 58. Qui est pour? Contre? Abstention? Il n'est pas adopté. Je mets au voie l'article 2 bis A. Madame cherche sur cet article? Pour l'autre amendement. Je mets donc au voie l'article 2 bis A. Pour? Contre? Abstention? L'article est adopté. Et donc, ensuite, nous en venons à l'amendement qui a été défendu, 59, et nous avons eu l'avis de la Commission et du gouvernement. Pour explication de vote, Madame Cherche. Oui, Monsieur le Président. L'article 2 bis B, donc c'est bien ce dont nous discutons. Il est bien explicité, sans préjudice des dispositions du chapitre 1er, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt régional. Donc là, Monsieur le Ministre, avouez que nous envoyons un message extrêmement brouillé, parce qu'en effet, on commence à écrire que les régions peuvent créer et exploiter des infrastructures, ce que nous regrettons dans ce projet de loi où vous faites fort le champion de l'unicité d'un réseau. Merci. Donc l'avis de la Commission est exprimé, l'avis du gouvernement est exprimé. Je vais mettre aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Il n'est pas adopté. L'article 160. L'amendement 160 était déplacé. Je mets aux voix l'article 2 bis B. Pour? Contre? Abstention? Adopté. L'amendement 169, Monsieur le ministre, amendement du gouvernement. Bien, peut-être vais-je inquiéter Madame Scher. Je ne voudrais pas, puisque vous reconnaissez en moi, comment avez-vous dit, le champion de l'unicité. Ouais, en effet, c'est une forme d'hommage. D'autant plus que c'est vous qui prononcez ces propos, ces mots. Cet amendement présenté devant vous pour la première fois devant la Haute Assemblée par le gouvernement
est un amendement qui vise à promouvoir le développement, les dessertes portuaires ferroviaires. Je l'ai évoqué peut-être rapidement ce matin, mais c'est un enjeu qui est un enjeu majeur. D'abord parce qu'il s'inscrit dans la stratégie de relance portuaire que j'avais présentée à Rouen et au Havre il y a plus d'un an et qui doit permettre d'optimiser les infrastructures, faisant l'interface entre la terre et la mer, permettant de bénéficier de ce que représentent les ports, et notamment les 360 millions de tonnes de fret. Or, force est de constater que des réseaux, et parfois des réseaux existants, d'ailleurs les réseaux existants sur le domaine portuaire, sont souvent inutilisés, voire mal utilisés. D'abord parce qu'il y a une réalité, la confusion, parfois la difficulté, l'efficacité économique insuffisamment explorée de l'ensemble de ces espaces ferroviaires, la confusion des rôles, des gens, des missions, de sorte que même ceux qui ont responsabilité de ces réseaux ferroviaires n'en ont pas conscience et donc n'engagent pas le travail nécessaire pour essayer d'obtenir un rayonnement et un bénéfice de ces 360 millions de tonnes de marchandises qui continuent à être acheminées par la route, le plus souvent. Donc l'idée n'est pas, là encore, de remettre en cause, moi qui suis champion de l'unicité du réseau, cette réalité du réseau, mais au contraire de faire en sorte que nous puissions, et que les territoires, et notamment les ports, puissent tirer plein profit de ces infrastructures existantes, de donner les moyens d'avoir une gouvernance adaptée, d'avoir aussi le bénéfice de la sensibilisation de ces gestions, faire en sorte que, comme c'est le cas pour les grands ports nationaux, y compris les ports décentralisés, puissent avoir pleine conscience de ce que représente comme potentiel l'existence de ces réseaux ferrés portuaires. Et d'ailleurs, j'ai confié, et vous le savez, à votre collègue sénatrice Madame Herviaux un rapport sur les ports décentralisés et leur gouvernance, un très bon rapport d'ailleurs qui ne manquera pas de pouvoir clarifier, dans le cadre de la réforme territoriale ou pas d'ailleurs, de pouvoir impulser, clarifier la gouvernance des ports décentralisés. Et dans ces rapports, il y a aussi l'accent qui est mis sur cette question du dynamisme, des logiques de façade maritime et du bénéfice que nous pouvons tirer, que nous devons tirer de ces infrastructures insuffisamment utilisées. Aussi, il vous est proposé par cet amendement de pouvoir inciter et faire en sorte que possibilité soit donnée à tous les ports de devenir propriétaires des infrastructures ferroviaires dans un périmètre qui est clairement identifié. De toute façon, la domanialité publique maritime ou portuaire doit nous permettre de pouvoir clarifier l'ensemble de l'espace concerné et de pouvoir développer un modèle économique et commercial adapté aux besoins, à la relance portuaire et bien sûr à ce que nous pouvons apporter comme concrétisation à un report modal intelligent. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, et vous y avez fait allusion, cet amendement répond à une des recommandations formulées par notre collègue Odette Herviaux dans son rapport sur les enjeux et les perspectives de la décentralisation portuaire. J'ai sous les yeux une des recommandations, et en particulier celle qui est au cœur du débat que nous avons à l'instant sur votre amendement. Elle indique qu'il faut finaliser entre RFF et les autorités portuaires les conventions de transfert des équipements ferroviaires pour permettre aux ports de mener une politique ambitieuse de développement de l'activité ferroviaire en fonction des trafics portuaires. C'est la raison pour laquelle notre commission a été sensible à cette argumentation et qu'elle a émis un avis favorable sur votre amendement. Merci bien. Monsieur Nègre, explication de vote. Une fois n'est pas coutume, je suis très favorable à cet amendement du gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il s'inscrit totalement dans les conclusions de Mobilité 21, de la commission Mobilité 21, dans lequel on s'est aperçu que nous avions des ports, nous avions des lignes de chemin de fer et il manquait l'interface. Et donc,
à ce moment-là, le fait de pouvoir utiliser ces lignes portuaires qui sont sous-utilisées aujourd'hui permettra de dynamiser nos ports et, bien entendu, fera augmenter le fret. Merci bien. Pas d'autres explications de vote? Chers collègues? Non? J'ai cru, pardon. Je vais mettre aux voix cet amendement 169 qui est pour? Contre? Abstention? Il est adopté. Article 2 bis, amendement numéro 12, présenté par M. Nègre. Cet amendement anticipe l'application au 1er janvier 2018 de la proposition de modification de la directive 2012/34 de la Commission européenne qui obligerait les États membres à supprimer toute disposition visant à limiter le droit d'accès au marché domestique à une entreprise ferroviaire. Je rappelle qu'aujourd'hui, les services ferroviaires nationaux de voyageurs sont sous le monopole de la SNCF en référence à 2 articles du Code des transports. L'article L. 2141-1 qui précise que l'établissement public industriel et commercial dénommé SNCF a pour objet d'exploiter, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau national. Et l'article L. 2121-12 qui distingue comme services librement organisés sur le marché les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs. Cet article, qui n'autorise le libre droit d'accès aux gares que pour les services internationaux de voyageurs, traduit indirectement une limitation du droit d'accès en gare en France aux services librement organisés et, par conséquent, traduit à son tour un monopole de la SNCF. Donc, nous souhaitons que les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de voyageurs puissent assurer des dessertes intérieures. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. En 12. Amendement numéro 12 déposé par notre collègue Louis Nègre. On reconnaît bien là sa constance dans l'effort. Il dit dans l'anticipation, dans l'effort, mais je ne suis pas certain du tout qu'il soit souhaitable d'anticiper. Pourquoi? Parce que l'ouverture à la concurrence de tous les services de transport de voyageurs, si elle intervient, n'interviendra pas avant plusieurs années. Et aujourd'hui, nous débattons, comme hier, d'un projet de loi de réforme du système ferroviaire. Un projet de loi qui vise à le renforcer pour le préparer à la concurrence, si cette concurrence, effectivement, est réelle dans quelques années. Donc j'ai tendance à dire à Louis Nègre, n'anticipons pas, traitons aujourd'hui les questions qui nous sont soumises. Ce texte n'a pas pour objet d'anticiper les prochaines échéances en matière d'ouverture à la concurrence. Vous comprendrez donc, mon cher collègue, que la Commission du développement durable ait émis un avis défavorable sur cet amendement. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Nègre est à nouveau repris par ses obsessions. Cette forme d'obsession maladive, vous êtes obnubilé par cette nécessaire, ce modèle unique, cette mise à la concurrence. Vous en avez même oublié le cœur même de ce projet de loi, qui est le fait de mettre en place un service, un groupe unifié, ferroviaire, efficace, un cadre social harmonisé, de pouvoir régler les missions de service public, de répondre à ce qu'attendent les usagers. Et qu'attendent-ils? Oh, pas nécessairement ce que vous essayez, comme vous dites, d'anticiper. En fait, vous n'anticipez rien, vous baissez pavillon. Mais ils attendent de la sécurité, ils attendent de la qualité, ils attendent du confort, de la régularité. Voilà la réalité. Et l'état dans lequel nous avons trouvé le réseau ferroviaire amène à ce que nous ayons à concentrer nos efforts sur ce qui est l'essentiel. Il sera temps, une fois que nous aurons déterminé, c'est notre méthode, là où vous avez bradé le fret ferroviaire, en anticipant une mise à la concurrence, nous souhaitons renforcer
le service public, renforcer l'opérateur public, avoir des règles claires, stables, égales pour les uns et pour les autres. Il n'y a aucune malédiction sur le service public qui devrait faire que s'abat sur lui des règles qui seraient défavorables, qui seraient plus lourdes, qui le feraient perdre en compétitivité, laissant la place aux acteurs privés pour pouvoir bénéficier de la loi du marché et donc faire s'effondrer les opérateurs historiques. Et quand vous dites que vous anticipez, je confirme que vous battez pavillon. Parce que ce que nous souhaitons faire au niveau de la Commission européenne, cela fait plus de 2 ans, là où vous ne vous étiez pas battu, c'est de faire triompher la volonté de la France, la singularité de la France, qui a été d'ailleurs retrouvée par d'autres partenaires qui ont permis de gagner sur la compréhension et également sur la position de la Commission européenne, qui aujourd'hui non seulement se rend compte d'un calendrier trop restreint et trop étriqué, qui fait que nous n'avons pas, il n'est pas souhaitable pour le ferroviaire d'imposer des dates qui ne seraient pas soutenables, sauf à désorganiser l'ensemble du ferroviaire européen, mais bien d'avoir des étapes, un calendrier. Il n'est pas figé. Là où vous souhaitez l'anticiper, comme d'autres d'ailleurs, moi j'ai souhaité solidifier le dispositif et faire en sorte que lorsque la date sera précisée, elle doit être lointaine, elle doit être reculée, parce que nous ne sommes pas en situation aujourd'hui d'avoir un opérateur qui puisse subir une mise en concurrence qui ne serait pas équilibrée. Voilà la réalité. Donc vous voyez, Monsieur Nègre, vous avez eu la démonstration. Alors vous allez me dire, mais je n'étais pas élu, je ne suis pas redevable de ce qu'ont fait de mal mes prédécesseurs, mes amis. Mais enfin, vous avez eu quand même la mise en concurrence du fret ferroviaire. Vous avez vu par quelle démonstration le fait de ne pas avoir préparé l'opérateur historique a mené à l'effondrement, non pas le gain sous prétexte d'ouverture à différents acteurs du ferroviaire et du fret dans le fret ferroviaire. Vous auriez pu penser, c'est d'ailleurs ce qui nous avait été prédit, que l'ouverture à d'autres opérateurs permettrait de pouvoir dynamiser. Il y a même eu des déclarations, des statistiques, des chiffres qui ont été annoncés dans le Grenelle de l'environnement. Aucun n'ont été tenus. Le fait d'ouvrir à d'autres opérateurs n'a pas eu pour effet, loin s'en faut, c'est même l'inverse, d'augmenter la part modale du ferroviaire, du fret ferroviaire, mais bien de déstabiliser l'opérateur historique SNCF Fret. Et aujourd'hui, nous voyons combien le manque de préparation, le manque d'anticipation sur le caractère solide des règles applicables, eh bien, a amené à une fragilité qui est dommageable lorsqu'il s'agit de l'opérateur qui est un élément du patrimoine ferroviaire commun. Merci, Monsieur le ministre. Vous ne serez pas surpris que Monsieur Nègre demande la parole. Et il l'a. Monsieur le ministre, vous avez dit que j'étais atteint par une maladie. Je vous renvoie la pièce. Nous ne sommes pas atteints par la même maladie. En l'occurrence, vous êtes atteint par le syndrome de la ligne Maginot. Bon, on se replie. En France, on se recroqueville et on attend qu'on soit attaqué. On n'anticipe pas. Le rapporteur l'a dit, vous l'avez confirmé. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on gagne les batailles. Je pense que, et vous l'avez confirmé d'ailleurs, vous l'avez confirmé parce que dans votre argumentaire, il y a un petit truc qui colle pas bien là. Vous avez dit que l'entreprise nationale, la SNCF, n'est pas en état de combattre. Alors que depuis 91, on sait qu'on doit ouvrir à la concurrence. Eh bien, ce qu'on fait en France, c'est qu'on recule devant l'obstacle, c'est qu'à ce moment-là, on baisse pavillon, ça c'est vrai, c'est au ministre de la Mer que je dis ça, moi aussi, et donc à partir de là, on n'est plus à même de gagner, de conquérir. Quand vous laissez la SNCF libérée, vous avez des résultats. Regardez, la SNCF libérée, cette SNCF libérée conquiert des parts de marché dans les pays étrangers et notamment en Angleterre. Faites donc de même en France. Puis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, mon cher collègue Louis Nègre, avant de mener cette bataille, il faut mettre l'armée en ordre. Hein, c'est ce que nous faisons actuellement. Hein, recentrer les forces sur la SNCF avant d'affronter cette période. Je rappelle, après l'ouverture à la concurrence du fret, du transport international de voyageurs, cet amendement propose d'ouvrir avec anticipation à la concurrence du transport national de voyageurs. Nous savons tous ici que l'ouverture à la concurrence peut arriver
elle arrivera un jour ou l'autre, qu'elle est engagée depuis 2000 au niveau européen. La directive 2012-34, que vous connaissez, qui a pour objet l'ouverture à la concurrence, a été examinée par les députés européens en avril dernier. Pour l'instant, le processus législatif européen est loin d'être arrivé à son terme. Bon, on le sait tout ça. Alors pourquoi vouloir anticiper une ouverture à la concurrence dont les modalités ne sont pas encore définitivement établies? La question de l'ouverture à la concurrence n'est pas à sa place dans le débat d'aujourd'hui, hein, je le crois. Ce texte envisage les évolutions dans le bon ordre. Il s'agit dans ce débat de faire un choix industriel important, de corriger les dysfonctionnements créés par la loi de 1997 à laquelle vous tenez tant, malheureusement, de stabiliser une trajectoire financière qui malheureusement part à la dérive. Il s'agit ici de mettre en place un groupe public ferroviaire fort, de conserver toutes les compétences de la SNCF, bref, de créer un acteur puissant qui exercera des missions de service public et d'aménagement du territoire pour aborder, comme je le disais en préambule, le moment qui viendra peut-être en 2019-2023. Voilà, je pense que la tâche d'aujourd'hui suffit à notre peine. Merci, chers collègues. Je vais mettre aux voix cet amendement numéro 12, qui est pour, contre, abstention. Il n'est pas adopté. Amendement 96 rectifié, Monsieur Capo-Canellas. Merci, Monsieur le Président. Je viens tout de suite sur le 96 rectifié. Juste, vous m'autoriserez une toute petite digression, parce qu'il se trouve que, en venant ce matin, je me suis demandé si la SNCF m'en voulait, parce que le RER B a eu un important retard. Ça n'étonne pas, Roger, que j'entends réagir. Alors, je m'étais promis de ne pas vous le dire, parce que si on ne va quand même pas troubler les débats avec des éléments qui sont après tout personnels. Et donc, ce matin, j'ai cru rater les premiers amendements, parce que ça ne démarrait pas. Il y avait un problème de signalisation en gare du Nord, et il y avait un malaise voyageur en gare de la Courneuve. Bon, mais tout ça m'a pas mal retardé. Et puis finalement, je me résous à vous en parler parce qu'il se trouve que RFF m'en veut aussi. Je viens de recevoir pas mal d'appels parce que il y a chez moi au Bourget la chute d'un pont qui est en construction, enfin en rénovation avec la tangentielle nord, qui a juste 2 ans et demi, 3 ans de retard, Roger le sait. Et ce pont fait que les gravats, enfin le ballast tombe sur la chaussée. Donc on est en train de fermer une route départementale. Voilà. Alors comme je sais que les responsables de ces belles institutions SNCF et RFF suivent forcément les débats en direct parce qu'ils sont professionnels, s'ils peuvent agir chez moi au Bourget sur voilà. Voilà, je pense que ça ira plus vite pour réparer ces travaux. Mais, voilà, mais enfin c'est le sort qui s'acharne. Bien, j'avais dit plus sérieusement, je reviens à l'amendement 96, qui est effectivement un amendement, je pense, qui peut être utile, en tout cas que je soumets à la sagacité de la Haute Assemblée, du rapporteur et du gouvernement. Il concerne donc sur l'article 2 bis, on sait que c'est l'article 2 bis, la mise en conformité de la procédure de vérification de l'objet principal du service en matière de cabotage avec la directive 2012-34 en la confiant exclusivement à la RAF. Voilà, j'y reviens. Selon le décret du 24 août 2010, le ministre chargé des Transports dispose d'un délai d'1 mois à compter de la réception de l'avis motivé de la RAF sur l'objet international du service ferroviaire envisagé et sur l'impact de ce nouveau service sur l'équilibre économique d'un contrat de service public pour prononcer la limitation des dessertes intérieures. Donc, voilà, il y a un délai d'1 mois. L'autorisation finale d'accorder à une entreprise ferroviaire la possibilité de faire du cabotage intérieur revient donc au ministère des Transports, qui a 1 mois, en supprimant l'opportunité pour l'autorité administrative compétente d'encadrer l'exercice de ces dessertes intérieures dans la loi. L'homologation ministérielle prévue par le décret susvisé sera obligatoirement supprimée suite à l'entrée en vigueur de la loi portant réforme ferroviaire. Il est proposé de fixer notamment le délai de prise de décision à 6 semaines au lieu d'1 mois après la fin de l'instruction de la saisine conformément à la directive 2012-34 UE. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. La commission du développement durable a considéré que cet amendement complétait utilement le dispositif prévu à l'article 2 bis. Elle a donc émis un avis favorable. Avis favorable. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais peut-être, Monsieur Capo-Canellas, préciser, puisque vous avez une succession de formes de malédiction avec la SNCF et RFF, mais pensez qu'il ne s'agit pas là de difficultés liées à ces 2 opérateurs.
Parce que je me souviens qu'il y a quelques mois, vous deviez venir intervenir lors d'un débat parlementaire et vous preniez à l'époque un mototaxi et que vous étiez arrivé très en retard puisqu'il y avait eu un problème mécanique, je crois. Et je pense que vous avez, et c'est important que vous vous impliquiez dans les débats parlementaires sur les transports parce que vous avez une relation au transport qui est très compliquée et qui ne se limite pas à la SNCF et à RFF. Donc vos expériences nous sont précieuses et il est important que vous puissiez en effet sensibiliser tous les acteurs qui ne se limitent pas aux seuls acteurs publics, malheureusement pour vous. Mais... Alors, puisqu'il s'agit de la RAF, Monsieur Capo-Canellas, puisqu'il s'agit de la RAF, ça ne m'étonne pas que cet amendement vienne de vous lorsqu'il s'agit de la RAF. Sur cette nécessité d'encadrer les délais d'instruction, je tiens à souligner que nous sommes sensibles à votre interpellation sur cet amendement qui permet là aussi d'être dans l'efficacité des procédures. Donc nous y donnerons et réserverons un avis favorable. J'espère que vous serez sensible à ce que le gouvernement retient de votre contribution et que ces avis favorables successifs donnés à vos contributions pourront laisser présager un vote favorable sur un texte qui est important. Vous avez souligné combien il fallait que nous nous mobilisions tous pour améliorer les infrastructures de transport ferroviaire, à l'instant, par des anecdotes qui sont précieuses. Eh bien, vous avez là votre responsabilité qui sera engagée, y compris sur le vote de ce texte. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement 96 rectifié. Qui est pour? Contre? Abstention. Il est adopté. L'article 2 bis, je vais le mettre aux voix pour? Contre? Abstention. Il est adopté. Sur l'article 2 ter, une discussion commune commence par l'amendement numéro 61 de Madame Cherche. Oui, Monsieur le Président, l'article 2 ter inséré par le projet de loi par l'Assemblée nationale prévoit la remise au Parlement d'un rapport du gouvernement sur les solutions permettant de traiter l'évolution de la dette historique du système ferroviaire. Ce rapport devra être remis dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire et financière. En commission du développement durable, à l'initiative de notre rapporteur, un amendement a été adopté pour inclure expressément dans le rapport prévu l'examen d'une reprise de tout ou partie de la dette du système ferroviaire par l'État. Le rapport présente des données intéressantes à cette occasion qui confortent les amendements que nous avons défendus sans succès à l'article 2. Et en effet, comme vous le notez, monsieur le rapporteur, la Cour des comptes a souligné à plusieurs reprises, je la cite, le caractère artificiel du portage par RFF d'une dette qu'il ne peut pas amortir, qui ne peut l'être que par l'État et dont la nature est donc quasi régalienne. Vous poursuivez en indiquant qu'une reprise partielle de la dette par l'État permettrait à SNCF Réseau de dégager des ressources aujourd'hui affectées au financement de sa dette pour l'entretien et la régénération du réseau. Tout cela, nous le partageons. C'est pourquoi nous proposons que le rapport soit remis plus tôt, dans un délai de 6 mois, et que des pistes précises soient de plus analysées, comme l'opportunité et les modalités de création d'une structure d'amortissement de la dette ferroviaire, la création d'une structure ad hoc où loger la dette du système ferroviaire, à l'image de ce qu'a fait l'État allemand pour la dette de la Deutsche Bahn, ou l'État français pour la dette de la sécurité sociale, confiée à la CADES, pourrait donc être une piste. Voilà le sens de cet amendement, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Cherche. L'amendement 91, Monsieur Capo-Canellas. Oui, Monsieur le Président, merci d'abord, Monsieur le Ministre, des mots qu'il a bien voulu avoir. C'est vrai que parfois on a un peu de malchance dans les transports. C'est vrai que sur certaines lignes, c'est un tout petit peu compliqué, mais je crois que tout le monde est à l'œuvre pour que ça s'améliore. Je me réjouis d'être dans la même ligne que notre collègue Madame Cherche, avec un amendement qui est un tout petit peu moins large, mais qui a, pour une large part, le même objet, c'est-à-dire de faire que ce rapport soit produit sous 6 mois. Sur le fond, je ne vais pas vous rappeler l'intérêt du sujet. La question de la dette, ça a été rappelé, les perspectives qui doivent être tracées, selon nous, rapidement sur ce sujet en particulier.
Merci, chers collègues. L'amendement suivant 152, Monsieur Catelier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon, bah là, on est exactement dans la même lignée sur l'idée de l'avancement du rapport, mais mon collègue Capo Canella est un peu moins large que Madame Schorsch, ma collègue Schorsch, et nous autres écologistes, dans un souci de discussion et de compromis, on est un peu moins radicaux que lui dit. On pense qu'un an pour faire un rapport d'état de la dette est raisonnable. 6 mois, le but est d'arriver quand même à quelque chose qui ait un sens et une finalité. Donc c'est une sorte d'amendement de repli. On propose sous un an, mais nous nous satisferions de l'adoption des précédents amendements. Merci. Le 120, amendement 120, c'est Monsieur Filleul qui le présente. Merci. Bien, durant la dernière décennie, les gouvernements successifs, malgré des besoins croissants de maintenance et de régénération du réseau, ont privilégié le développement des lignes à grande vitesse. Le précédent gouvernement a poussé cette logique à l'extrême en décidant la construction sans financement correspondant de 4 lignes LGV et a fait adopter un SNIT évalué à 260 milliards d'euros. Aujourd'hui, la dette de la SNCF s'élève à 7,3 milliards d'euros, mais elle est contrôlée et en réduction régulière. En revanche, le stock de la dette de RFF s'élève à 33,7 milliards d'euros et s'accroît de 1,5 milliard par an. Elle est estimée à 68 milliards, ces chiffres sont connus, d'ici 2025, en prenant en compte les 4 lignes LGV que je viens d'évoquer. La mise en place de la commission Mobilité 21 a permis de hiérarchiser, de prévoir les financements des futurs projets LGV et de mettre l'accent sur la modernisation du réseau existant. Ce projet de loi constitue une seconde étape avec la stabilisation financière. Il met notamment en place une clause prudentielle doublement innovante. Tout d'abord parce que, à la différence de cette mise en place en 1997 qui a connu le succès que l'on sait, la règle d'or permettra de remédier aux situations financières a posteriori. Ensuite, parce que cette règle d'or prend en compte l'augmentation des redevances d'infrastructure. Reste la question du stock de la dette. Bon, selon les critères d'Eurostat, la dette historique de RFF ne fait pas partie de la dette de l'État français. Récemment, l'INSEE a proposé de requalifier 10,8 milliards de cette dette pour qu'elle soit reprise par l'État. Ainsi, l'article 2 ter adopté à l'Assemblée nationale prévoit la remise d'un rapport sur les solutions permettant de traiter l'évolution de la dette historique du système ferroviaire. En commission développement durable, nous avons prévu, à l'initiative du rapporteur, notre brillant rapporteur, que ce rapport examine, ça fait du bien l'après-midi comme ça, examine la possibilité d'une reprise de toute ou partie de la dette du système ferroviaire par l'État. Cet amendement, revenons à l'amendement que je propose, vise à ce que ce rapport envisage également l'opportunité de créer une caisse d'amortissement qui pourrait porter toute ou partie de la dette historique de RFF et qui bénéficierait d'un financement pérenne, comme cela est le cas pour la CADES. La caisse d'amortissement pour la dette sociale. Ce serait un signe fort, chacun en conviendra ici, la création d'une telle caisse qui permettrait de faire baisser les charges financières qui pèsent sur le gestionnaire d'infrastructures. 10,8 milliards en moins, ça représenterait évidemment quelque chose de très substantiel et je sais que les cheminots y seraient très attentifs, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur ces 4 amendements. L'amendement 61 prévoit d'abord la remise d'un rapport du gouvernement sur la dette dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi et ensuite élargit son contenu à l'examen de la création d'une structure, c'est le terme employé, d'amortissement de la dette ferroviaire. La commission du développement durable a émis un avis défavorable sur la première partie de l'amendement parce que le délai de 6 mois lui paraît beaucoup trop court. Il faudra disposer d'un délai plus long pour pouvoir
effectivement apprécié les premiers effets de la réforme ferroviaire. Quant à la seconde partie, il lui a semblé que la formulation structure d'amortissement était moins précise que ce qui est indiqué dans l'amendement numéro 120 du groupe socialiste, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. L'amendement 91 du groupe UDI-UC prévoit également la remise du rapport du gouvernement dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi. Même avis défavorable dans ces conditions et pour les mêmes raisons de la Commission du développement durable. Amendement 152 du groupe écologiste. Alors là, comme André Gattolin l'a expliqué, dans une logique de compromis, je ne me rappelle plus exactement le terme qu'il a utilisé à l'instant, nos collègues écologistes ont retenu plutôt le délai d'1 an à compter de la promulgation de la loi. Là encore, la Commission a trouvé que c'était quand même un délai trop court et qu'il faudra bien les 2 ans tels qu'ils sont prévus dans le projet de loi à l'heure actuelle. Dernier amendement, le 120, déposé par le groupe socialiste et présenté par Jean-Jacques Filleul. Cet amendement inclut dans le rapport du gouvernement au Parlement sur la dette l'examen de l'opportunité de créer une caisse d'amortissement de dette ferroviaire. Et me tournant également vers les collègues communistes, je leur dis que c'est la formule exacte qui doit être utilisée. Par ailleurs, évidemment, cet amendement a l'avantage de permettre l'examen de toutes les pistes possibles pour réduire la dette ferroviaire. C'est la raison pour laquelle, sur cet aspect donc amortissement de la dette, la Commission a préféré l'amendement du groupe socialiste à la seconde partie de l'amendement du groupe communiste. Merci. Monsieur le ministre. Je souscris aux propos de M. Filleul sur la qualité du travail réalisé par M. le rapporteur. Et d'ailleurs, j'en veux pour démonstration l'avis que le gouvernement donnera sur les différents amendements. Et je me limiterai simplement à donner l'avis, puisque vous avez explicité la position à laquelle je me range. C'est-à-dire sur l'amendement 61, avis défavorable, 91, avis défavorable, 152, avis défavorable. Pour ce qui est de l'amendement 120, nous considérons que, tout en partageant, M. Filleul, l'objectif qui est le vôtre, et nous y souscrivons bien évidemment, qui est celle de pouvoir traiter et d'envisager toutes les solutions possibles pour le traitement de la dette du système ferroviaire, nous considérons que la rédaction actuelle semble suffisante. Il est en effet précisé que le rapport, je cite, examine les conditions de reprise de toute ou partie de cette dette par l'État. Cela comprend notamment la création d'une caisse telle que vous la souhaitez. Donc, écoutez, je m'en remettrai à la sagesse concernant votre amendement. Merci bien. Je vais mettre aux voix ces différents amendements. Capo-Canellas. Carucci. Pardon. Je vais faire vite. J'ai un regret et un accord. Le regret, c'est que les amendements raccourcissant le délai avant que les rapports ne soient rendus ne fassent pas l'objet d'avis favorable. Mais j'ai un accord sur l'amendement que Jean-Jacques Filleul a présenté au nom du groupe socialiste, qui me paraît donner une piste tout à fait intéressante sur la question du traitement de la dette. Donc je voterai l'amendement 120. Je voterai le 120. Ouais. Voilà pour l'examen de la réforme ferroviaire. Vous pourrez revoir cette séance à tout moment sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée à tous sur notre chaîne. Chaque année, à la Pentecôte, la Feria de Nîmes attire